Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Club France IMO. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la Grande Halle de la Villette à Paris pour assister au salon consacré au Web3 NFT Paris. Aujourd'hui, nous recevons Robin Rivaton, président de Stonal et également ancien président du COMEX 40 du MEDEF. Il vient de publier le rapport Intelligence artificielle, lettres du front. Robin Rivaton, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, sous les basses de la halle de la Villette. Effectivement, il y a beaucoup d'animations sur ce salon. Ça nous laisse penser qu'il y a un réel engouement public autour de ces sujets. Récemment, on a beaucoup parlé d'IA conversationnelle avec DeepSeek, avec Micralaï. Il y a également la question d'une réserve de Bitcoin pour le gouvernement américain. Est-ce que vous pensez que ce coup de projecteur inédit sur les innovations de cet univers peut servir à une prise de conscience générale de la nécessité de s'emparer de ces innovations, qu'on soit un État, une entreprise, un salarié ou même un particulier? Ouais, alors je dirais même ces univers, parce qu'aujourd'hui, entre l'intelligence artificielle, notamment générative, qui a été mis en lumière en début de semaine avec le salon, le sommet pour l'action dans l'IA, ou des choses qui ont plus trait au Web3, à la blockchain ou à NFT, on est sur un panel de technologies qui peuvent parfois se croiser, parfois aussi pas totalement se recouper. Et effectivement, c'est des technologies qui vont façonner le monde de demain. Et donc, les jeunes diplômés, les jeunes non diplômés, et qui peuvent aussi s'intéresser à ça, ont tout intérêt à bien suivre cette transformation, parce que leur emploi, leur entreprise, leur activité de demain sera nécessairement impactée si ce n'est même fondé sur ces technologies-là. En parlant de renouvellement technologique, votre entreprise Stonal s'est spécialisée dans cette voie. Vous proposez une plateforme SaaS qui est alimentée par l'IA et qui permet le traitement de données d'un portefeuille immobilier. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de précisions sur vos activités, mais également la manière dont la filière immobilière s'empare de ces technologies? Alors nous, la Stonal, c'est une plateforme de gestion de la donnée pour le compte des grands propriétaires d'actifs immobiliers. On s'est rendu compte que ces grands propriétaires d'actifs immobiliers, ils avaient une faible connaissance de leur patrimoine et de leurs actifs, tout simplement parce que la connaissance était éclatée parmi tous leurs salariés, leurs employés, leurs sous-traitants, leurs prestataires. Et donc on se dit on va mettre à profit déjà tous les documents des gens que ces grands propriétaires envoient sur site, que ce soit pour faire de la collecte d'informations, faire des diagnostics de performance énergétique, des relevés amiante, des rapports de sécurité incendie. Tous ces documents sont des documents extrêmement riches dans lesquels on peut trouver beaucoup d'informations sur le patrimoine, mais que personne ne pouvait exploiter parce que c'est très long d'en faire une exploitation à la main, manuelle. Et donc nous, on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables d'extraire automatiquement l'information de ces documents, de plans aussi, de plans 2D, de plans 3D, et grâce à ça, de pouvoir aider nos clients à reconstruire une base sur le patrimoine pour pouvoir faire deux choses ensuite: s'assurer que leurs bâtiments ils sont bien en conformité réglementaire, et puis entre-temps, s'assurer que les plans pluriannuels de travaux soient bien conduits et soient bien menés. Alors, il y a également la question de l'investissement immobilier qui est remise en question grâce au Web3. On commence vraiment à parler des bienfaits d'intégration de l'IA et de la tokenisation des actifs pour démocratiser vraiment la pratique de l'investissement. Quelles sont selon vous les applications concrètes du Web3 dans cette pratique, et également quelles sont les opportunités que ça présente selon vous? Le Web3, effectivement, appliqué à l'immobilier, c'est essentiellement de la transaction. On fait de la tokenisation de certains actifs, donc diviser un actif en petits bouts pour ensuite en faciliter la vente et donc en faciliter la détention par des plus petits épargnants. Donc ça rassemble l'essentiel aujourd'hui des startups dites du Web3 appliqué à l'immobilier. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres cas d'usage qui peuvent être des smart contracts, qui peuvent être du partage de la donnée entre les acteurs qui ont peu l'habitude, peu la culture de le faire. Et donc, je pense qu'on est sur un moment où, en fait, il y a beaucoup d'opportunités dans le Web3 appliqué à l'immobilier, aussi parce que l'immobilier est en train de changer. On le sait, sur le précédent cycle, de 2010 à 2020, l'immobilier a très bien vécu. C'est une industrie qui a généré beaucoup de profits, je dirais pas facilement, mais qui a bénéficié beaucoup de la baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, avec l'augmentation des risques de vacances, avec la hausse des taux d'intérêt, avec le besoin de travaux pour faire face aux normes et aux réglementations ESG, l'immobilier est en train de changer assez fortement. Et donc, quand une industrie change, c'est le meilleur moment pour arriver avec des solutions innovantes
Donc je pense que c'est un beau moment pour arriver avec des solutions de type blockchain, Web3 dans cet univers de l'immobilier. Et effectivement, vous faites bien de parler de la rapidité des changements liés à cet univers. En fait, là, récemment, vous avez initié tout ce qu'on appelle le Tour de France de l'IA, dont la démarche était d'aller voir les entreprises pour les sensibiliser aux bienfaits, aux opportunités et aux manières d'intégrer le Web3 dans leurs pratiques. Quel bilan tirez-vous de ce Tour de France de l'IA? Ouais, le Tour de France de l'IA, c'est une initiative lancée par le MEDEF et par Numéov, donc le syndicat des entreprises numériques, qui visait à pouvoir aller dans 20 villes en France, de toute taille, dans la France et dans les territoires d'outre-mer, et pour essayer d'acculturer, d'expliquer un petit peu ce qu'était cette révolution de l'intelligence artificielle, notamment générative, auprès des entreprises. Et ça a été un très grand succès, hein. Ça a été plus de 3500 entreprises qui se sont déplacées, qui sont venues, avec un gros travail pédagogique, la mise en avant d'entreprises qui s'étaient transformées grâce à cette technologie-là. Ce qu'on a ressenti, c'est beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie de comprendre, avec une révolution qui n'est pas toujours facile à discerner parce que les technologies avancent très très vite, et donc parfois on a un peu peur de se dire je me lance sur telle technologie qui va être obsolète dans 2 ou 3 semaines, mais beaucoup d'envie de la part des chefs d'entreprise et aussi des salariés. Il peut y avoir ici ou là quelques craintes sur l'impact sur l'emploi, mais je dirais qu'au global, on a des gens qui sont très motivés, optimistes, volontaires sur ces technologies parce qu'ils sentent bien qu'elle va permettre de transformer considérablement le poste de travail en y débarrassant de certaines tâches à faible valeur ajoutée ou à moins forte valeur ajoutée. Et ça, c'était quelque chose de très positif comme enseignement. D'ailleurs, puisque vous parliez des salariés, j'aimerais qu'on revienne sur le rapport que vous aviez publié, Intelligence artificielle, lettre du fraude. Finalement, dans ce rapport, vous nous alertiez sur le fait que l'IA ne représente pas de menace en soi sur le fait de remplacer le poste d'un salarié. En revanche, il y a un véritable intérêt pour les entreprises à s'adapter pour être vraiment compétitives en adoptant les nouveaux logiciels, la blockchain et vraiment toutes ces procédures de digitalisation. Donc finalement, comment, de votre point de vue, tout cela peut se mettre en place, notamment pour des entreprises qui ne sont pas initialement intégrées dans le domaine digital? C'est sûr qu'il y a quand même, l'IA va avoir comme prérequis de la digitalisation, puisque les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent bien quand on les nourrit avec de la data. Donc si les entreprises qui n'ont pas pris le virage du digital ou le tournant du digital et ont très peu de data, forcément elles vont être moins en capacité d'utiliser ces outils d'IA que d'autres qui l'auraient pris. Mais c'est une révolution technologique extrêmement intéressante. Voilà, on l'a montré. Je pense qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui de s'inquiéter ou de s'intéresser à la question de l'impact sur l'emploi, tout simplement parce que c'est un faux sujet et ça nous paralyse plus qu'autre chose. Aujourd'hui, on a besoin de se dire, ok, cette révolution, elle va nous servir et parce qu'elle va nous servir, on a besoin d'avoir des entreprises qui vont s'en saisir pour être les plus compétitives possible. J'aime beaucoup cette phrase du patron de Nvidia qui dit que aujourd'hui, il y a peu de risques que quelqu'un avec une IA vole votre emploi. Par contre, il y a de forts risques qu'une entreprise avec de l'IA puisse prendre la place de votre entreprise. Et ça, c'est un message qui est assez fort et je pense qu'il est le message important à retenir aujourd'hui. Alors effectivement, donc, on l'a rappelé, il y a quand même beaucoup de craintes qui ne sont pas nécessairement fondées ou en tout cas qu'il faut interpréter autrement. Et d'ailleurs, on a assisté récemment au lancement de l'IA générative française Mistral AI. Vous avez vous-même également lancé votre propre IA conversationnelle StoneLGBT. Est-ce que finalement, avec la sensibilisation à la souveraineté technologique, vous observez le fait que les barrières se lèvent peu à peu au niveau des réglementations, ou alors est-ce qu'il y a encore un travail de promotion et de pédagogie qui doit être mené? L'intelligence artificielle est une technologie assez intéressante ou exceptionnelle. C'est qu'une partie des modèles sont en open source, donc ils sont accessibles et disponibles à tous. Alors quand on dit disponible à tous, ça nécessite évidemment d'avoir des connaissances en informatique et en développement. Mais ça veut dire que on peut, c'est ce qu'on a fait, le choix qu'on a fait nous, c'est de pouvoir prendre un modèle libre en open source pour pouvoir l'utiliser chez nous en direct. Et donc c'est sûr que ça rebat un peu les cartes de la souveraineté parce qu'on peut facilement recréer des outils qui sont des outils souverains, en tout cas qui ne tournent qu'avec nos données, dans nos environnements de données, grâce à cette technologie. Donc
On espère que les avancées, notamment celle de DeepSeek sur l'intelligence artificielle, avec la mise en open source d'un très très grand nombre de paramètres de leur modèle R1, et qu'on puisse continuer d'avoir des modèles qui soient comme ça mis en open source sur le marché, parce que derrière, ça permet de stimuler l'innovation. Alors Robin, j'ai une dernière question à vous poser. Que pouvons-nous vous souhaiter pour les prochains mois? Pour 2025, nous, l'ambition, c'est de continuer à grandir, de couvrir toujours plus du parc français, de logements et de bâtiments tertiaires, hein, et surtout de s'étendre à l'international, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les besoins qui existent sur le marché français en matière de connaissance du patrimoine, ils sont absolument identiques dans les marchés allemands, néerlandais, espagnols et que sais-je encore. Et donc, on espère bien réussir d'accélérer cette internationalisation. Robin Rilaton, merci d'avoir répondu à nos questions. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Club Francimo.